Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le replay d'un webinaire que j'ai donné le 14 novembre 2024 pour vous présenter le profil senior le plus consommateur de produits sur la Silver Economy. Donc je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie et en marketing sur le marché des seniors depuis 1998. Senior Stratégique, c'est l'agence de conseil sur le marché des seniors, le marché des plus de 50 ans. AGeconomy.org, c'est le cercle réseau d'affaires où tous les 2 mois on se réunit entre dirigeants d'entreprise autour d'un invité d'honneur. Vous pouvez regarder nos prochaines soirées sur ageconomy.org. Ageconomy.com, c'est le portail d'analyse avec une newsletter qui est envoyée tous les lundis. Donc si vous voulez être au courant de nos informations, mais aussi de mes émissions, le grand entretien automatiquement dans votre boîte à lettres, vous pouvez aller vous abonner sur ageconomy.com. Justement, le grand entretien, c'est l'émission des décideurs du marché des seniors de la Silver Economy. Et je suis chaque semaine face à face avec un dirigeant d'entreprise sur le marché des seniors. Donc on a des centaines de startups et des centaines de clients en 25 ans, mais là, il n'y a pas de miracle. Ce qu'on nous demande bien souvent, c'est du coaching pour rendre un projet plus cohérent, donc par rapport aux objectifs et aux critères d'achat. Donc là, c'est une phase coaching. Bien évidemment, souvent, il y a une définition d'un positionnement, l'offre par rapport à la demande, qui sont les seniors qui sont intéressés et comment aller co-créer co-créer et affiner avec ces seniors intéressés. Donc, on fait soit la co-création avec des seniors, soit on fait une co-création avec des dirigeants, des professionnels du marché des seniors. On est assez bon, même très bon, pour détecter les blocages. Si vous avez un projet qui n'arrive pas à, à passer à un niveau supérieur, ce qui est normal, ce qui est très courant, on arrive assez facilement à détecter, ce qui bloque au niveau de quelle typologie de senior cibler, mais c'est aussi vous mettre en relation avec des acteurs, des prescripteurs ou des partenaires. Validation d'une stratégie, la quantification du marché, donc on quantifie par rapport aux facteurs explicatifs d'achat, ce qui est beaucoup plus précis, donc on arrive à quantifier des marchés de manière assez précise et pas dire voilà il nous faut 1% des 18 millions de retraités, non, on va aller de manière beaucoup plus précise dans la quantification. La mise en relation avec des partenaires, beaucoup nous demandent cela, puisqu'en fait on est connu, puis je suis connu par la plupart des acteurs sur le marché des seniors en Allemagne, mais aussi en France. Donc en fait on nous demande souvent de mise en relation. On organise également des séminaires stratégiques pour les directions générales. Donc on regroupe les associés de l'entreprise ou les décideurs de l'entreprise sur un projet sur les seniors et on fait un séminaire stratégique pour clarifier en fait les objectifs, ce qui est important, puis définir ensemble des pistes d'action. Il y a une communication B2B, ça peut se passer sur notre site ageconomy.com en mettant de la publicité, mais également dans l'émission Le Grand Entretien, qui, si vous passez dans l'émission Le Grand Entretien, factuellement votre émission est vue dans l'écosystème et chez vos partenaires. On fait des formations sur briser le plafond vers la Silver Economy, le marché des seniors. Et ensuite, on nous demande bien sûr, ça c'est les outils à la base de nos métiers, c'est études qualitatives et quantitatives, juste pour se rendre compte du nombre d'études quantitatives et qualitatives que l'on fait. On fait à peu près une dizaine de sondages par an qu'on sous-traite. Par contre, la partie qualitative était réalisée en interne. Et juste pour situer, ces 2 derniers mois, j'ai fait plus de 25 focus group. Donc, avant de vous expliquer quel est le meilleur profil senior, celui qui consomme le plus de produits Silver Eco, et puis de vous expliquer également comment on peut l'atteindre et le cibler, il faut d'abord définir ce que j'entends par produits et services de la Silver Economy. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette définition, peu importe. L'important, c'est que ce que je vais vous dire ensuite soit en cohérence avec la définition que je vous donne de la Silver Economy. La Silver Economy, ça concerne les produits, pour moi, ça concerne les produits et les services qui sont conçus pour les seniors et qui sont majoritairement consommés par les seniors. Donc on y retrouve l'aménagement des domiciles par rapport à la perte d'autonomie, les actions de prévention par rapport à la perte d'autonomie ou à la santé, la gérontechnologie, la téléassistance, l'habitat pour les seniors, résidence service seniors, l'habitat inclusif, le co-living, les béguinages, la cohabitation intergénérationnelle.
l'alimentation pour les seniors, voire même l'alimentation santé, une partie de la santé, notamment les personnes diabétiques, les maladies chroniques, mais aussi l'ostéoporose ou encore les maladies d'Alzheimer, et plus généralement tout ce qui touche au bien vieillir. En 2003, j'avais développé une matrice qui s'appelait, enfin, que j'appelle toujours la matrice COMGI, et c'était pour positionner un produit ou un service sur le marché des seniors. Sur l'axe horizontal, vous avez le produit que vous proposez ou le service que vous proposez. À droite, ici, c'est les produits spécifiquement dédiés pour les seniors et qui sont majoritairement ou exclusivement consommés par les seniors. Et à gauche, ici, vous avez les produits pour toute génération, les tables, les chaises, ordinateurs, les voitures, l'alimentation classique, etc. Sur l'axe vertical, ici, vous avez le positionnement ou la communication. En haut, on fait un ciblage senior en estampillant, en parlant directement aux seniors, en disant que le produit est pour les seniors, en employant le mot retraités, seniors, grands-parents. Et en bas ici, c'est un ciblage sans âge. On ne parle pas de l'identité de la personne à qui on s'adresse, mais on va parler de bénéfices, de situation, d'environnement, de capacité, mais on ne parlera pas d'identité. Donc il y a aussi ici beaucoup de possibilités de communication. Donc la Silver Economy, bah, c'est ici. En fait, c'est des produits et des services qui sont consommés par les seniors, qu'on va cibler directement sur les seniors, ou alors dont on va mettre en avant les bénéfices, par exemple, sur les seniors. Donc la Silver Economy, c'est ici. Donc ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est le profil du senior qui consomme le plus de ces produits en question. Alors comment est-ce que nous avons fait cela? En fait, bon, moi je suis depuis 25 ans dans le marketing et la stratégie sur le marché des seniors. C'est des centaines d'études ou des centaines de clients en France et à l'étranger. Et ensuite, auparavant, je suis toujours très passionné. J'ai aussi une activité de psychologue en cognitif et social et en profiling. Ce qui me permet, lorsque j'anime des focus group, de pouvoir expliquer, de comprendre qui dit quoi et d'où la personne parle par rapport à son profil psychologique. C'est très très important pour pouvoir détecter les différents profils psychologiques. Ce qui nous permet en fait dans les focus group de détecter quels sont les profils les plus intéressants, démographiques et psychographiques les plus intéressants pour un produit, et ensuite après d'aller les modéliser et co-créer les produits avec eux. Donc c'est comme ça que l'on a fait. Ce que je vais vous présenter, comment on l'a fait, c'est des centaines de focus group. Vous voyez, par exemple, cette année, on aura fait pratiquement 80 focus group pour des seniors en Allemagne et en France, que j'aurais animé. On en fait beaucoup plus que ça avec les autres consultants en Allemagne. Donc en fait, c'est beaucoup de temps passé avec les seniors sur beaucoup de sujets différents. La plupart des sujets ont été traités en 25 ans. Et donc, couplé à la psychologie, je comprends les différents profils des seniors, les différentes valeurs, les différentes croyances chez les seniors. Évidemment, un psychologue est capable, en vous parlant, de détecter votre profil psychologique, vos valeurs et vos croyances, si le psychologue est vraiment bon. Et donc, ça permet au bout d'un moment de définir quels sont les profils les plus cohérents. Et ensuite, on a aussi validé par des études quantitatives. On a fait une étude en 2023 sur les seniors par rapport à la prévention. C'est en fait, lorsque vous êtes dans un atelier de prévention, lorsque vous regardez la téléassistance, lorsque vous regardez des sujets de la Silver Economy, vous avez des gens qui vont s'équiper en amont d'un incident, en fait, qui vont aller en atelier de prévention sur la mémoire, par exemple, avant d'avoir des premières difficultés. Et vous avez des personnes qui vont commander la téléassistance, aller en habitat inclusif, en urgence après un incident. C'est les personnes aussi qui vont faire aménager leur salle de bain, de la baignoire en douche, après une chute par exemple, ou alors une glissade, et une prise de conscience importante, une peur généralement, d'une plus grande difficulté qui pourrait être occasionnée. Et donc on a fait pas mal d'études l'année dernière sur ce sujet-là, donc soit à la fois prévention, vous avez compris, à un incident, ou en amont par rapport à l'achat ou un comportement en aval d'un incident. Et on a défini 4 profils de plus de 50 ans. Vous avez les initiés, les procrastinateurs, les non-conscients et les réfractaires. Les initiés, moins de 20%, sont ceux qui sont naturellement en prévention, et c'est ce dont je vais vous parler. Ça représente à peu près 80% des personnes qui sont dans les ateliers de prévention. C'est les gens qui vont naturellement s'équiper de produits Silver Economy en prévention, et c'est cette population que je vais vous présenter.
Les procrastinateurs sont ceux qui ont conscience de leurs difficultés, par exemple, mais qui disent on a encore le temps, on verra plus tard. Ce phénomène de procrastination, non seulement certains dans les 32%, 33% l'ont eu depuis tout le temps, parce que c'est à peu près leur profil psychologique de remettre à plus tard les choses, mais il y a aussi les personnes qui procrastinent par peur de découvrir une difficulté, et donc on préfère la douleur de s'intéresser à un sujet maintenant est plus importante que la douleur de s'y intéresser plus tard. Oui, le plaisir de ne pas s'y intéresser maintenant est supérieur à la douleur de s'y intéresser maintenant. Et donc, en fait, on va procrastiner. Les non-conscients, ils sont nombreux, sont ceux qui ne sont pas conscients, par exemple, que le sucre égale diabète, qu'un tapis installé en haut d'un escalier et le risque, en fait, de se prendre les pieds dans le tapis, justement, et de chuter dans l'escalier, que manger moins, effectivement, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait manger en vieillissant. Donc, c'est des gens qui ne sont pas conscients de leur situation. Et enfin, les réfractaires, ils ont des profils un peu particuliers. Les réfractaires, c'est les enfants qui ont appris, mon fils, en fait, qui ont appris, je suis aimé que si je suis fort. D'ailleurs, on les retrouve essentiellement, on en retrouve essentiellement à la salle de sport où ils chargent les machines fortement, et c'est la force, en fait, qui leur prouve à leurs yeux le fait d'être digne ou pas d'être aimé. Bien sûr, c'est un phénomène qui est inconscient. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Lorsqu'on consomme des produits, la consommation courante, en fait, une nouvelle voiture, un nouvel appartement, un ordinateur, des tables, des chaises, une nouvelle couleur de la tapisserie, etc., à ce moment-là, on est valorisé. Il y a la dopamine qui se développe dans le corps et c'est le plaisir. On consomme par rapport au plaisir et on est valorisé. On a un nouvel iPhone, on est valorisé, on a un nouveau vélo, on est valorisé, en tout cas on se sent valorisé, on a une nouvelle voiture, on se sent valorisé, même un nouveau tube de dentifrice, on se sent également valorisé, c'est le même principe au niveau des hormones. Donc en fait, la consommation courante, en fait, ça valorise le statut, l'identité de la personne. L'identité, c'est la réponse à qui suis-je. La difficulté de la silver economy, c'est que c'est l'inverse, en fait. La plupart des produits de la silver economy viennent pallier une faiblesse, une réduction de quelque chose, soit financière, soit physiologique, soit physique, soit un isolement. Et donc, consommer un produit de la silver economy, pour la personne, c'est souvent accepter, et quasi tout le temps, c'est devoir accepter ou devoir réussir à accepter un statut diminué, une identité qui est moins valorisée. Et ça, c'est pour moi le plus gros écueil de la silver economy, des produits sur la silver economy. Tant qu'on présente un produit de téléassistance ou un produit d'aménagement du logement par rapport à une fragilité ou par rapport à compléter ou pallier une fragilité, ça demande à la personne de réussir à accepter une identité qui est dégradée. Quelqu'un qui, par exemple, a la reconnaissance sociale comme identité, je suis aimé que si je réussis socialement, il y a à peu près un peu moins de 20% des personnes dans ce cas-là. Si vous leur mettez un produit trop senior, ils vont se sentir dévalorisés et donc plus dans la réussite entre guillemets sociale, l'apparence extérieure, et donc ils vont moins se sentir aimés. Et donc ces personnes-là vont avoir beaucoup de mal à acheter un produit sur la silver economy. Donc, vous voyez, derrière tout ça, il y a l'identité, il y a les valeurs de la personne. Plus les valeurs sont fortes comme la force, la reconnaissance sociale, plus c'est difficile de les convaincre d'utiliser un produit de la silver economy. Et ensuite, bien sûr, il y a les croyances. Si la croyance, c'est j'utilise un monte-escalier, donc ça veut dire que je suis faible, donc je suis plus digne d'être aimé, c'est des personnes qui vont être réfractaires et qui vont s'équiper au dernier ressort une fois qu'elles n'auront plus le choix et donc pas en amont. Ici, dans la présentation, j'ai pris le postulat que les meilleurs clients sont ceux qui s'équipent en amont, car sont ceux qui vont acheter plus rapidement un produit sur la silver economy, et si le produit est par abonnement, par exemple, qui vont l'utiliser le plus longtemps possible. Donc en fait, le chiffre d'affaires généré par ces clients est plus important.
Donc, la méthodologie, je vous l'ai dit, hein, c'est beaucoup de focus group, c'est les analyses psychologiques des gens, c'est aussi la modélisation des personnes. Une fois qu'on a détecté ce profil en question, on a passé beaucoup de temps avec eux pour ce qu'on appelle en psychologie les modéliser. Les modéliser, c'est comprendre leurs caractéristiques démographiques, leurs revenus, leur état de santé, etc. Mais aussi les éléments psychographiques, leur identité, leurs valeurs, leurs croyances, leurs références, etc., etc. Et donc, on arrive aux caractéristiques de ce profil meilleur senior. Ce profil d'initié, il est tout d'abord orienté vers la sécurité. Ça s'est acquis pendant l'enfance, hein, c'est un profil, on verra après, qui est le plus dans la peur. Et ce qui est important pour lui, c'est la sécurité. C'est des personnes qui ont été éduquées, par exemple, par leurs parents, à ne pas se mettre trop souvent au soleil, parce que le soleil était dangereux, à faire attention en traversant la route, bref, qui ont été, lorsqu'en fait ils étaient petits, on leur a souvent montré dans beaucoup de circonstances les risques en fait des différentes actions, où on leur a montré ce qui n'allait pas forcément. Et donc, ils se sont orientés vers la sécurité, et il y a deux sous-profils à ce profil particulier. Il y a des personnes qui se sont réfugiées dans l'établissement de règles, de lois et de règles internes en fait, pour pouvoir être rassurées. Et vous avez des personnes qui au contraire, elles, ce n'est pas les règles qui les ont poussées, mais c'est le fait d'en savoir le plus possible. Donc on verra après, c'est un profil qui est très mental, très instruit, qui a beaucoup de connaissances sur les différents sujets, qui s'est beaucoup renseigné sur le bien vieillir. Par exemple, c'est le profil le plus renseigné sur le bien profil. Et après, vous avez un troisième profil, d'ailleurs dont je fais partie, qui est plutôt le profil, on va dire, hédonisme. Mais l'hédonisme, c'est un moyen, en fait, de juger, de gérer sa peur. C'est un profil qui est constamment en questionnement. En fait, c'est un profil qui est très mental, très intellectuel, pas dans le sens intelligence, mais vraiment très dans le mental. C'est moins le corps ou moins les émotions, c'est plus le mental qui dirige la vie de ce profil en question. Et donc, ce profil-là se pose beaucoup de questions sur tel ou tel aliment pour manger, etc., etc. Le profil anticipe les problèmes, c'est-à-dire en fait ce profil, on verra après, il est orienté naturellement vers le futur. Vous savez, vous avez des gens qui sont dans le passé, qui vivent dans le passé, et d'autres qui vivent dans le futur. Ce profil est clairement dans le futur. D'ailleurs, c'est ce qui génère la peur, parce qu'en fait, il peut facilement faire de la visualisation mentale positive, bien évidemment, mais il peut facilement imaginer les risques d'un comportement. Donc ce profil, quand il va aller dans un fast-food, en fait, il va, même en étant un peu plus jeune, il ne va pas forcément passer un très bon moment, car il sait que ce qu'il mange, en fait, peut avoir des conséquences, et il va naturellement imaginer les conséquences de ce comportement en question. Donc il va aller dans ce type de fast-food pas à 100% serein. Ce profil a une relation ambivalente à l'autorité. C'est-à-dire qu'en fait, ce profil fait attention, et moi je suis, vous avez compris, un de ce profil-là, on fait attention à ce que la personne d'autorité... En fait, c'est nous qui décidons si on attribue une légitimité à la figure d'autorité. C'est en fait les communications, on verra après, pour nous convaincre. Effectivement, il y aura des figures d'autorité, mais c'est nous qui allons décider si la figure d'autorité est légitime ou pas. On a un sens aigu des responsabilités. Effectivement, ce profil en question, lorsqu'il s'est engagé, lorsqu'il est engagé à faire quelque chose ou dans une action, il est loyal par rapport à ses engagements. Et d'ailleurs, on retrouve, si vous connaissez l'Allemagne, le profil que je vous décris, en fait, c'est le profil, pas majoritaire, mais de la culture allemande, le respect des règles. Et donc, ce profil a tendance à être méfiant. C'est-à-dire qu'en fait, on est des radars à détection de mensonges, et donc, en fait, on est méfiant. Quand une marque nous affirme quelque chose, par exemple récemment, on a eu que une certaine marque était accusée pour son mercure dans son thon, en fait, et dans ses boîtes de conserve de thon, la manière avec laquelle cette marque a réagi va heurter fortement notre profil, en fait. Ça a été très très mal répondu. Donc, on est attaché aux règles. Vous avez compris que les règles, en fait, permettent en fait, de gérer la peur. En fait, si
on installe des règles, on installe des procédures, effectivement, on est plus rassuré parce que les règles vont nous guider. La cohésion du groupe est importante, c'est en fait le groupe est importante, la manière de parler, de vivre en fait est importante, les amis sont importantes, et le respect de la cohésion du groupe, le respect des valeurs du groupe, et ça aussi c'est allemand, c'est très important. Il y a une tendance à suranalyser, c'est en fait lorsqu'on va comprendre par exemple que tel ou tel comportement est à risque, par exemple faire trop de sport, ce que j'ai appris récemment, trop de sport, trop de contraintes mécaniques sur le corps peut déclencher le système immunitaire chez certaines personnes, et puis il peut y avoir des difficultés d'arthrite, de polyarthrite en vieillissant. Bon là, brusquement, quand on apprend ça, on est forcément en train de suranalyser le comportement, aller lire des études sur le sujet, puisqu'on n'a pas forcément confiance en ce que les journalistes ou les magazines écrivent, donc on va aller chercher les différentes études et comparer les études. D'ailleurs, ce profil fait de bons consultants. Il y a une fidélité et une loyauté. On va être fidèle et loyal à une marque, par exemple, tant que la marque ne nous déçoit pas ou ne ment pas ou est objective. Il y a une résilience qui s'acquiert dans ce comportement, enfin, sur ces seniors-là. Une résilience qui, on verra à la fin, qui permet aussi qu'on nous appelle seniors, parce qu'en fait, c'est nous qui allons décider si on accepte ou pas. Et libre penseur, vous avez bien compris que lorsqu'on est très dans l'analyse, très dans la réflexion, on n'aime pas trop et on n'aime pas du tout qu'on nous dise ce que l'on doit penser, qu'on nous dise ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce n'est pas du tout accepté. Donc vous avez bien compris, dans la communication, il n'y a pas intérêt à nous dire ce qu'il faut penser, mais à nous laisser décider par nous-mêmes de ce qu'il faut penser. Donc voilà. Ensuite, sous mon image, en fait, l'émotion en général, c'est la peur. Vous avez à peu près un tiers des gens dont l'émotion qui est la plus ressentie, c'est la peur. Pour moi, ressentir la peur, c'est pas forcément négatif. Dans nos sociétés occidentales, on a jugé que c'était négatif, mais enfin bref, c'est au contraire. Enfin, la peur est un indicateur simplement d'éléments, en fait, d'accord. Un tiers à peu près, c'est la colère, et les autres, en fait, c'est plutôt les émotions variées. Les valeurs, en fait, les valeurs sont, je vais vous le dire parce que c'est en dessous de la vignette, c'est la santé, l'amitié, le collectif, le respect, les règles, la loyauté et la connaissance. Ça, c'est les valeurs qui définissent ce profil. C'est un profil qui est très mental, comme je vous disais, c'est qui réfléchit d'abord. Par exemple, quand on est même à la salle de sport et que j'apprends un nouvel exercice, par exemple, la coach me dit, mais arrête de penser à ce nouvel exercice, fais-le. Voilà. Parce que j'essaye de comprendre intellectuellement la possibilité, par exemple, quand on fait un exercice de keeping, c'est en fait, on a une barre, puis on doit se balancer de manière particulière. J'ai toujours eu du mal, et j'ai encore du mal à comprendre comment le fait de bouger les épaules, en fait, fait le mouvement avec les pieds. Oui. Donc j'ai du mal à comprendre intellectuellement, donc j'ai du mal à faire l'exercice. C'est vraiment ça, en fait, le processus mental. Le profil-là est en référence interne. Vous avez la moitié des gens, à peu près, qui font attention au regard extérieur, aux avis et aux témoignages pour pouvoir prendre des décisions. Ce profil-là fait ses décisions par rapport à lui. Donc, ce qui n'est pas forcément toujours les bonnes décisions, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais, par exemple, lorsqu'on fait un exercice sportif, par exemple, on ne va pas se comparer aux performances des autres, mais on va comparer sa propre performance par rapport à la performance qu'on avait réalisée dans le même exercice une semaine, 2 semaines avant. Ce profil-là est plutôt en évitement des difficultés futures. C'est en fait comme il imagine le futur et qu'il a conscience des risques d'un comportement présent dans le futur et qu'il veut l'éviter, vous comprenez bien qu'il va être poussé à prendre des décisions. Alors que quelqu'un qui est dans le rapprochement va moins être sensible à éviter des futurs problèmes parce qu'il va être jugé la situation plus, entre guillemets, positive, mais ce n'est pas vraiment le bon terme. Le temps, c'est le futur. Vous avez certaines personnes qui vous expliquent, notamment des politiques, qui vous expliquent qu'il faut comprendre le passé pour comprendre le futur. Les personnes qui sont dans la généalogie, etc., les personnes qui lisent des livres d'histoire, ces personnes-là sont naturellement une orientation dans le passé.
Et d'ailleurs, lorsque on les écoute, en fait, hein, les temps employés sont le passé simple, imparfait, etc. Lorsqu'on me parle avec moi, effectivement, j'emploie généralement assez peu ces temps. C'est plutôt le présent, le futur proche ou le futur que je vais employer. Donc en fait, on est naturellement dans le futur, et ce qui nous permet d'imaginer facilement l'avenir ou des possibilités d'avenir. Et donc on va imaginer facilement ce qui peut arriver, et donc on va faire des opérations correctrices s'il le faut. Les opérateurs modaux, c'est devoir falloir, et non pas pouvoir, d'accord? Donc, c'est pas nous donner un ordre, mais les communications doivent prendre en compte ce temps, donc les communications doivent être au futur ou au futur proche, et également avec une nécessité. Si en fait vous voulez convaincre ce profil-là, qui est déjà convaincu sur le bien manger, que le régime méditerranéen ou le régime évolué Mind, qu'on entend parler actuellement, est intéressant, il faut parler avec des études qui affirment les choses. Alors, les sources d'études sérieuses et qui affirment des choses. Ce profil est plutôt visuel-auditif ou auditif-visuel. Donc, moi, je suis visuel-auditif. Certains sont auditif-visuel en premier. Le troisième, c'est kinesthésique. Ce profil est assez peu kinesthésique, même s'il y en a une petite partie. Le tri information, c'est le comment vous racontez vos vacances. Si vous racontez, on peut raconter ses vacances en fonction de ce qu'on a fait, avec qui on l'a fait, où est-ce que c'était, ce qu'on a appris et combien ça a coûté. L'être humain n'est pas capable de gérer les 5 d'un coup, généralement il en gère 3 d'un coup. Donc moi j'ai compris que c'est ce que j'ai fait, avec qui j'ai fait et où est-ce que j'ai fait. Je n'irai pas forcément visiter des musées et je n'irai pas vous dire combien le billet d'avion a coûté, que c'est pas trop mon sujet en fait, c'est pas trop... je ne suis pas intéressé par les chiffres de ce type-là. Le profil en question, c'est personne, lieu, information. Ce qui veut dire que lorsque vous faites une communication, vous devez montrer des gens. Si vous faites une communication pour des ateliers de prévention ou pour la téléassistance ou pour du portage de repas, où vous ne montrez pas des gens, des seniors en fait, même plus jeunes, en respectant l'âge subjectif, mais vous ne respectez pas des seniors, vous ne montrez pas des seniors, ce profil-là n'est pas intéressé par la publicité. On n'est pas intéressé. Quelqu'un qui est intéressé par les chiffres, par les euros, etc., si vous ne parlez pas de chiffres et d'euros dans la communication, il n'est pas intéressé par la communication. Quelqu'un qui dans le lieu, par exemple, quand vous appelez quelqu'un qui vous dit « mais t'es où, t'es où, t'es où ?» et vous apercevez qu'il ne vous écoute pas tant que vous n'avez pas répondu à où il est, d'accord? Cette personne-là n'est pas capable vraiment de vous comprendre, de vous entendre si elle n'a pas compris où est-ce que vous étiez, parce qu'elle sera toujours perturbée par ça, parce que c'est ce dont elle a besoin. Donc, il faut montrer de l'information, il faut montrer le produit peut-être, bien évidemment, il faut montrer des personnes qui bénéficient, qui ont les bénéfices du produit, et il faut également montrer le lieu, en fait, un environnement. S'il n'y a que le produit sur un fond vert, par exemple, ou un fond blanc, bien, vous avez compris que vous avez tout loupé, vous avez tout faux, et vous cramez, en fait, le profil qui achète le plus de produits Silver Economy. Fractionnement étroit, c'est qu'effectivement, on pense que, moi j'ai 55 ans, je pense que 80 ans, c'est pas très très loin, donc il faut faire attention à comment on consomme, d'accord, par rapport à 80 ans. Quelqu'un qui a un fractionnement très très large, il va estimer, bon, on a encore le temps de voir, 80 ans c'est bon, je pourrais le temps de corriger mes comportements alimentaires, le sport j'en fais pas, mais on verra plus tard, je dois maigrir, je sais, c'est bon, c'est pas bon pour le diabète, etc. Mais en fait, on verra plus tard parce que j'ai encore le temps. Et donc, ce profil-là, vous avez compris qu'il réfléchit par rapport à lui-même, il prend ses décisions en interne, par rapport à un évitement, il imagine bien ce qu'il a, les risques, il comprend bien le futur, enfin, comprend le futur, il essaie de comprendre le futur, il a beaucoup d'informations sur un sujet en particulier, il va aller directement chercher l'information lorsqu'on a un sujet particulier. Et bien, c'est celui qui accepte le plus d'être ciblé par son identité de senior. C'est-à-dire qu'en fait, le terme bien vieillir, le terme senior, le terme retraité, moi on peut me dire que je suis vieux, je m'en fous en fait. C'est moi qui décide si je suis vieux. Et puis quelque part, que la personne me traite de vieux ou me cible parce que j'ai 55 ans, c'est son problème. Voilà, chacun son truc. Hein. Et donc on est peu sensible à l'agisme. Bien évidemment, on va pouvoir peut-être plus tard, si un jour un jeune refuse de me laisser sa place, comme ça arrive de plus en plus dans les transports en commun,
et puis que j'ai des difficultés, je vais être un peu frustré. Mais probablement moins que quelqu'un qui est en référence externe, qui va faire attention au regard extérieur. Moi ça va m'être égal. Donc voilà le profil tel que je vous l'ai décrit. Interne, tourné vers le futur, qui va être le futur, très mental, très forte connaissance sur un sujet particulier. Mais par exemple récemment, enfin il y a quelques années, j'avais appris que moi je fais le sport le soir, et je faisais le sport le soir et le week-end, pratiquement tous les soirs, et je pensais que ça compensait la sédentarité de la journée. Et un chercheur un jour m'a dit, mais non, mais Frédéric, tu es sédentaire la journée, si tu fais le sport le soir et ça ne compense pas, c'est mieux que rien, mais ça ne compense pas. Et donc, il faut bouger toutes les heures, effectivement. Donc ça, j'ai beaucoup lu sur le sujet, je me suis mis en question. Maintenant, je bouge toutes les heures. Donc, je fais des squats, ce genre de choses, toutes les heures, pour pouvoir pallier à ça. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est qu'en fait, dès qu'on nous apprend quelque chose qui est lié à la santé par rapport, puis aussi importante que ça, euh, on va chercher de l'information pour voir si ce que la personne nous dit est vrai. On va comparer avec d'autres chercheurs, on va comparer avec des études, et une fois qu'on aura acquis une sorte de certitude que cette information est juste, on va prendre des mesures. Dernière partie, comment convaincre cette personne? Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut bien comprendre, imaginez par exemple que vous avez réfléchi pendant des mois et des mois à l'aménagement, je ne sais pas, du salon. D'accord? Et que j'arrive vers vous en tant que commercial, et je vous dis, bah voilà, vous savez, aménager le salon, ça serait bien, c'est important d'aménager le salon, etc. En fait, je vais vous énerver parce que vous avez déjà tellement réfléchi au sujet que vous n'en êtes plus à savoir s'il ne faut pas aménager le salon. C'est que vous avez déjà réfléchi sur ce que vous voulez. Et bien là, ce profil, vous avez compris que c'est celui qui est le plus informé sur les sujets. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on fait des focus group, lorsqu'on rencontre des personnes qui sont dans les ateliers de prévention sur l'alimentation, par exemple, 80% sont de ce profil en question. S'ils viennent naturellement, d'accord, si on ne force pas les gens à venir. Donc, c'est des personnes qui ont déjà beaucoup d'informations sur l'alimentation. Je me souviens récemment, on a fait une étude, une très grosse étude à l'île de la Réunion avec des seniors, et il y a un des focus group qu'on a fait qui suivait un atelier sur l'alimentation. Et dans ce groupe en question, il y avait beaucoup de ce profil déjà très informés sur l'alimentation. Et ils nous ont dit, nous sommes venus dans l'atelier sur l'alimentation qui était juste avant que vous arriviez, uniquement parce que c'était le sujet de la conservation des aliments. Et que là, il nous manquait de l'information. Par contre, si c'était un sujet sur comment faire à manger, on savait. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce profil en question, c'est qu'il sait, ou il pense savoir où il en est, il pense savoir le sport qu'il faut faire. L'important, c'est d'en savoir encore plus. Et par exemple, dans ces différents focus group, je leur aborde au bout d'un moment le sujet, parce que là je fais une grosse étude sur l'alimentation, et je leur aborde le sujet du régime méditerranéen. Donc là, elles ont confiance, les seniors, au régime méditerranéen. Et si je leur dis, vous savez, il y a encore un truc qui est mieux, c'est le régime MIND, qui est un mix entre le régime DASH, qui est bon pour le cerveau, et le régime méditerranéen. Là, les personnes prennent des notes, car elles veulent aller encore plus loin, en savoir encore plus. D'accord? Donc les 5 fruits et légumes, c'est pas ça. Ce qu'elles veulent savoir, ces profils-là, c'est en savoir encore plus. Vous avez bien compris que si on nous ment, si on exagère les performances d'un produit, si on nous vend un détecteur de chute, en fait, et que on nous ment, en fait, ce détecteur de chute ne détecte pas beaucoup de chutes, contrairement à ce qu'on pourrait prévoir, ou ce qui a été expliqué, et qu'on s'en aperçoit, ou qu'on en est victime, en fait, qu'on chute et que le système n'est pas déclenché, comme on est interne, on ne va pas en vouloir au fabricant. Le fabricant va être cramé, effectivement. Il n'y aura plus de confiance au fabricant. Mais surtout, on va en vouloir à nous de ne s'être pas assez renseigné pour ne pas s'être fait avoir, par rapport à ce fabricant, cette marque en question. C'est ça qui se passe. Et c'est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se pardonne pas à nous de s'être fait avoir par rapport à un produit qui nous a été proposé, même mensonger. Donc, la marque en question est cramée. On n'y revient plus. C'est fini. Mais par contre, on ne pardonnera pas. Il faut suggérer plutôt que diriger. Si vous vendez du partage de repas à ce profil en question,
et que vous nous expliquez quels sont les risques de ne pas manger, etc., etc., mais ça, on le sait déjà. Vous n'allez pas encore nous mettre le nez dans le caca et nous dire, mais attendez, vous avez vraiment un problème, mais ça, on le sait, d'accord? Donc, la communication ne doit pas rappeler trop précisément les difficultés que ce profil rencontre. Dans les focus group, on le voit en fait, lorsqu'on co-crée des produits avec ce profil en question, c'est que dans les focus group, ils vous disent les problèmes qu'ils rencontrent, même les problèmes très durs, très douloureux qu'ils rencontrent. Par contre, quand on leur fait dessiner une publicité, lorsqu'on leur fait concevoir les messages publicitaires, les messages sont tous subjectifs. Et je leur dis, la première fois que je m'en suis aperçu, il y a quelques années, je me dis, mais attendez, mais là, il y a 5 minutes, vous me parliez de cancer, machin, etc. Et là, tout est suggéré, tout est ça dans la publicité. La réponse, ils nous disent, mais attendez, mais ça, on le sait. Vous n'allez pas encore nous mettre le nez dans le caca, nous faire souffrir, en nous rappelant nos situations, on le sait. Donc l'idée, c'est de suggérer la situation et ensuite de diriger vers la solution, de proposer la solution. La difficulté qu'il y a à la cellulaire économique, vous avez compris qu'il fallait cibler les gens en préventif, c'est le profil en question, qui est le plus en préventif, et les personnes qui viennent en curatif ou après un incident, en aval d'un incident. Et il faut cibler les deux. Le profil dont je vous parle, celui qui est en préventif, qui veut qu'on lui suggère, et le deuxième, en fait, pour le faire venir, il faut lui parler des événements qu'il a eus, de la chute qu'il a eue. Et donc l'équilibre pour cibler 100% des seniors, ceux qui sont en préventif et ceux qui ont eu un incident, il va falloir un équilibre entre les deux. Si on est trop directif en fait sur les difficultés qu'on rencontre, le profil initié dont je vous parle, le meilleur profil, ne vient pas, n'achète pas en fait. Il bloque. Par contre, si on n'est pas assez précis, le deuxième profil qui a eu un incident ne vient pas, ne se reconnaît pas. Donc c'est un équilibre entre les deux et généralement on fait 2 focus group et après on en fait un troisième pour pouvoir vraiment équilibrer la communication et fine-tuner la communication. La communication est interne, c'est en fait on consomme par rapport à soi. Le mieux en fait c'est de prendre de vérifier que celui qui crée, le créatif qui crée la communication ne soit pas en référence externe. Et ça c'est difficile parce que dans les agences de communication, la plupart des créatifs sont en référence externe. Et donc quelqu'un qui est en référence externe a vraiment du mal à concevoir une publicité qui fasse smoosh chez une personne qui est en référence interne. Le temps employé dans le texte de la publicité, c'est le présent, le futur proche et le futur, c'est ce qu'il va employer. Le tri information, vous avez compris, il faut montrer des gens, il faut montrer le produit bien évidemment, mais montrer des gens, le lieu et donner de l'information. Et il faut être crédible et authentique. Authentique, de toute façon, c'est les baby-boomers. Tous les baby-boomers, enfin la plupart, 80% des baby-boomers sont attachés à l'authenticité. Ça, c'est une des valeurs de génération des baby-boomers, puis de ma génération, la génération Y qui va suivre. Et la crédibilité qui est bien sûr importante. Ne pas exagérer. Et par exemple, là on a fait des focus group récemment, on leur a posé la question dans d'autres sujets, que pensez-vous de bio? Une manière unanime, ah mais le bio ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est toujours la même idée, hein. C'est en fait il y a un champ bio, à côté un champ qui est non bio, en sulfate, il y a le vent, boum, les pesticides viennent sur le champ bio, comment voulez-vous que ce soit du bio, voilà. Et là en fait on leur pose la question, mais agriculture raisonnée, ah bah ça c'est bon. C'est-à-dire qu'en fait, ces seniors en question ne veulent pas qu'on exagère, et en fait, le fait d'exagérer décrédibilise. C'est vraiment ça le truc. Ne pas faire peur trop directement, ça vous avez compris, on a déjà suffisamment de doses, voilà. La figure d'autorité, la preuve sociale. La preuve sociale, c'est de dire, voilà, il y a tant de personnes qui l'ont commandé, vous avez jusqu'à tant pour commander, c'est la rareté. Ces artifices de communication, il y a tant de personnes qui ont commandé, ça ne fonctionne plus. D'ailleurs, ça n'a jamais fonctionné sur des gens comme moi, en fait. C'est en fait, on sait très bien qu'il y aura une autre communication, une autre promotion, etc. Puis que c'est bidon, en fait, hein, ces trucs-là. Donc la preuve sociale, le savoir déjà, je suis le premier, le leader, etc. Effectivement, ça va être un argument supplémentaire, mais ce ne sera pas ça qui va nous faire décider. Par contre, la figure d'autorité, c'est en fait la personne qui a une autorité, les médecins, les policiers, les juges, les avocats, etc. Ça, effectivement, on a tendance à les écouter à condition qu'on le reconnaisse comme tel. La figure d'autorité pour ce profil en question, en disant voilà, je suis un diététicien et donc je sais, voici ce qu'il faudrait manger, on s'aperçoit que sur une partie de ce profil en question qui ont déjà fait appel à plusieurs diététiciens ou qui ont lu plusieurs
les avis de plusieurs diététiciens, ils se sont aperçus que 2 diététiciens avaient potentiellement des avis différents sur le même sujet. Et donc ça, en fait, ça interpelle. Et donc ça décrédibilise la figure d'autorité du diététicien. Et donc c'est lié, il faut être légitime. Et en fait, je me dis souvent à la question, dans les études sur les seniors, quand je parle avec des clients, je dis écoutez, mais si vous interrogez les seniors au hasard, ça ne va pas. La question, ou si vous demandez un avis d'un consultant pris au hasard, ça ne va pas. La question, c'est qui dit quoi et d'où la personne parle. Depuis quel point de vue elle parle. Quel est son intérêt à dire cela. Et c'est vraiment ça, c'est être légitime. Donner de l'information, crédibilité, authenticité, et le plaisir et la convivialité. Effectivement, dans tout ce qui est prévention, vous avez compris qu'il y a la peur dans ce profil en question. Donc en fait, vous ne pouvez pas vendre sur la peur. D'accord ? Si on fait un atelier de prévention, il faut absolument baser sur le plaisir et sur la convivialité. Ne pas donner d'ordre. D'accord, on est un profil qui n'accepte pas trop les ordres, on comprend ce qu'il faut qu'on fasse, mais les ordres c'est un peu difficile. Être bon au niveau de connaissance, et en fait lorsqu'on lance une communication pour cibler ce profil en question, en prévention, il y a intérêt à avoir fait des focus group, à avoir validé leur degré de connaissance, pour pouvoir se caler sur le degré de connaissance et pas démarrer trop bas, parce que si vous démarrez trop bas, on va vous juger peu crédible. Lorsque moi je rencontre un psychologue et qui démarre trop bas par rapport à mes connaissances, en fait, même si le psychologue est bon, en fait, il démarre trop bas et donc je vais le juger peu crédible. Et c'est ça, en fait, la phrase, c'est qui est la personne? Elle est qui pour me dire ce que je dois faire? C'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Le storytelling réaliste est intéressant, c'est en fait, comme vous avez compris, on est des profils qui sont peut-être plus difficiles à convaincre, mais on est quand même les meilleurs profils de la Silver Echo, en tant que consommateur, hein, bien sûr. Le storytelling est réaliste, j'en parle dans d'autres vidéos, de l'intérêt du storytelling. Pour finir, je voulais vous partager avec vous sur la manière dont on prend une décision et l'influence du vieillissement sur cette décision. Donc en dessous de ma vignette, ici, il y a le terme information, imaginez. L'information rentre dans le système sensoriel, essentiellement la vue et l'ouïe, et une décision, un comportement est prise en fonction de la référence, des valeurs, des croyances, l'état émotionnel, les besoins, des envies, l'identité et les pensées. La référence, c'est quoi? C'est la première image inconsciente qui se déclenche dans le cerveau lorsqu'on dit vacances, lorsqu'on dit voiture, lorsqu'on dit dentifrice, lorsqu'on dit animal. Certains, quand on dit chien, pensent à leur chien automatiquement. Lorsqu'on dit famille, ils pensent à des éléments de leur famille. C'est inconsciemment. Quand on dit dépendance, certains vont imaginer une personne âgée qui fait pipi par terre ou qui rampe, par exemple, ou qui est très âgée, d'accord ? Le terme senior, bloom, le terme bien vieillir, qu'est-ce que ça déclenche? Donc on fait dans les focus group, et il y a une méthodologie réalisée par des psychologues, on va définir les références qui sont déclenchées par rapport à votre produit. Puis avec les mots employés, la sémiologie, toutes les définitions des mots, de façon à ce que les références qui soient déclenchées soient les plus positives possibles. Si la référence déclenchée est une personne âgée qui rampe par terre, ce sera pas forcément, ça ne va pas générer une émotion. Oui, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous parlez de bien vieillir, par exemple, ça déclenche une référence. Tout de suite, inconsciemment, donc ça on ne contrôle pas en fait, hein, sauf si on fait de la méditation, et encore, si on est vraiment en méditation profonde, on va effectivement, en méditation, on voit les images qui se déclenchent, les références. Une référence est déclenchée et automatiquement, il y a interprétation de l'image, interprétation de la référence et état émotionnel. Et l'état émotionnel enclenche un comportement qui enclenche une deuxième image émotionnelle qui va enclencher un comportement. Ça marche comme ça en fait le cerveau. C'est une référence qui déclenche une émotion, qui déclenche une image, qui déclenche une émotion, qui déclenche une image et qui va déclencher un comportement. Donc si la référence déclenchée est la peur en fait, ce ne sera pas la même chose que si la référence déclenche la joie ou du plaisir en fait, ou déclenche le déclenchement d'une hormone dans le corps, la dopamine dans le corps par exemple. Donc on va aller regarder quelles sont les références qui sont déclenchées. Une telle assistance peut être utilisée par les personnes âgées, mais aussi par les travailleurs isolés, vous voyez, pour changer la référence. La référence, après, la décision basée sur les valeurs, qu'est-ce qui est important pour soi dans l'achat d'un produit spécifique.
l'aménagement de la salle de bain, par exemple, et quelles sont les croyances. Il y a des croyances dites positives, entre guillemets, qui vont accélérer l'achat, puis il y a des croyances qui sont dites négatives, qui vont freiner l'achat. Les croyances dites négatives, peut-être par rapport au sujet proposé, par rapport à votre entreprise qui est proposée, par rapport au commercial qui n'est pas forcément habillé tel qu'on le voudrait, ou qui se comporte de manière un peu, je sais pas, un peu différente, enfin pas cohérente par rapport à ce qu'on voudrait. Donc, on fait dans les focus group, pareil, on va chercher les valeurs, les valeurs par rapport au produit, et les croyances. Et on va bâtir des argumentaires par rapport à cette référence, ces valeurs, ces croyances. Généralement, la manière de présenter la publicité, la forme, la photo, en fait, va pouvoir permettre permettre de jongler avec les références ou la référence et les valeurs et les croyances. Et derrière, effectivement, on va jongler beaucoup plus haut sur l'identité. La réponse c'est qui suis-je? En fait, ce que je disais un petit peu au début de cette présentation. Qui suis-je? Et donc, en fait, ça va être le fait de bien vérifier qu'on valorise le plus possible l'identité de la personne. On reprend l'exemple de la téléassistance. Si on fait une campagne de communication pour les seniors avec la téléassistance, la personne âgée qui veut prendre la téléassistance va devoir avoir réussi à perdre et avoir accepté sa fragilité. C'est difficile. Par contre, si dans la même publicité, vous mettez un encart avec une photo d'un travailleur isolé et que vous dites également que la téléassistance est valable pour les travailleurs isolés ou pour les gens qui se promènent seuls en forêt, par exemple, pour pouvoir alerter, là, en fait, la référence déclenchée et l'identité déclenchée ne sera pas forcément que senior, parce que la personne âgée va se dire, mais ah oui, mais c'est aussi pour d'autres types de personnes. C'est pas uniquement parce que c'est lié à l'âge, mais c'est lié à des situations, à des circonstances qui sont extérieures, d'accord? C'est en fait un travailleur isolé, s'il tombe, c'est pas lui en fait qui est en cause personnellement, c'est le fait qu'il tombe, c'est la chute, voilà. Et donc, en jonglant avec la publicité habilement, on arrive effectivement à jongler sur les références, sur les valeurs et à déclencher une identité positive. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt de la communication qui soit bien adaptée. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous propose, en fait, si vous le souhaitez, un rendez-vous d'1 heure en visio. Vous m'envoyez un email à seriafrederic@gmail.com et c'est un rendez-vous qui est en visio d'1 heure où on parle de votre sujet. Ce que je voulais terminer par un point. Bien souvent, les entreprises viennent me voir, ou les associations viennent me voir en disant, voilà, on voudrait vendre plus de produits, on voudrait avoir plus de monde dans l'atelier de prévention, on voudrait avoir plus de prospects dans la communication. Et vous avez des consultants qui arrivent et qui disent, voilà, ce que vous avez fait, c'est pas bien, c'est un peu comme les informaticiens, ce que vous avez fait, c'est pas bien, il faut tout revoir. Moi, je n'ai pas du tout cette vision en question. Moi, je pense que lorsqu'on arrive sur votre projet, qu'on échange pour la première fois, vous avez déjà vendu, vous avez déjà des clients. Et donc, quelque part, vous avez déjà bien fait votre travail sur ces clients en question. L'idée, en fait, c'est d'aller modéliser les clients que vous avez et qui vont ressembler à ce que j'ai dit. Donc, en fait, c'est ce qu'on a dit, mais en croisant avec votre cas particulier. Et on va aller modéliser ces clients de façon à bien comprendre qu'est-ce qui les fait acheter, de façon à ce que la communication soit clairement adaptée à ce profil en question, de façon à ce qu'on attire les clones de ce profil. Bien évidemment, on va quantifier ces clones en fait. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes de ce profil en question, meilleurs clients, chez vous? Si c'est non, en fait, il faudra faire des focus group, aller étudier d'autres types de profils, des personnes qui se sont renseignées mais qui n'ont pas commandé, ou des personnes qui sont proches en fait de commander mais qui a juste une croyance, par exemple, qui bloque, et on peut lever la croyance, par exemple, voilà. Et on va aller cibler ces personnes en question. Donc, si vous le voulez, on peut discuter de ce sujet en question. Vous m'envoyez un email et on réalise une réunion en visio d'1 heure environ, ensemble sur votre projet. C'est non commercial, c'est gratuit. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à bientôt.